Il est des hommes qui incarnent l'espoir d'une période d'une nation. Jean Moulin fut l'un d'eux. Sur ce buste, inspiré par la célèbre photographie de Jean Moulin, prise par Marcel Bernard sur la promenade du Pérou à Montpellier en 1939, Jean Moulin apparaît de face, en manteau, avec chapeau incliné à droite et écharpe enroulée autour du cou, ce qui lui donne une allure un peu mystérieuse. Cette œuvre, d'un illustre inconnu, est désormais propriété du Musée de la Libération de Paris. Préfet, artiste, résistant, martyr, Jean Moulin demeure aujourd'hui l'un des symboles de la France libre et de la lutte contre l'oppression nazie. Il incarne le courage, l'unité et le sacrifice. Son nom est gravé dans l'histoire de France et ses cendres reposent au Panthéon, aux côtés des plus grands. Si bien qu'André Malraux, le ministre de l'Information, dira de lui « Jeunesse, puisses-tu penser à cet homme, comme tu aurais rapproché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elles étaient le visage de la France. » Jean Moulin, un homme de l'ombre, devenu symbole lumineux de la résistance française. Mais qui était-il vraiment ? Pourquoi est-il considéré comme un héros national ? Aujourd'hui, focus sur Jean Moulin. Jean Moulin naît le 20 juin 1899 à Béziers, dans l'Hérault. Fils d'Antoine Moulin, professeur d'histoire-géographie, qui milite pour la laïcité et la justice sociale, et de Blanche Pègue. Il grandit dans une famille républicaine, imprégnée des valeurs de la Troisième République. Brillant étudiant, Jean Moulin devient, à 26 ans, l'un des plus jeunes sous-préfets de France, et est nommé en Savoie, à Albertville, en 1925. Sa carrière administrative est rapide. Il est également nommé sous-préfet à Châteaulin en 1930, puis à Thonon-les-Bains. En 1937, à 38 ans, il est désigné préfet du département d'Eure-et-Loir, le plus jeune préfet de France. Juin 1940. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la France s'effondre. Jean Moulin, préfet de Chartres en Eure-et-Loir, ne fuit pas devant l'avancée des troupes germaniques. Dans sa préfecture, le futur résistant doit faire face au déferlement de réfugiés en provenance de Paris. Il va donc se démener pour trouver de quoi les loger, les nourrir et les soigner, alors même que la ville subit les bombardements ennemis. Les Allemands arrivent à Chartres le 17 juin et lui demandent de signer un document accusant faussement des tirailleurs sénégalais de massacre de civils. Jean Moulin refuse. Arrêté et brutalisé, il préfère tenter de se suicider plutôt que de céder. Il se tranche la gorge avec un tesson de verre dans sa cellule. Il en réchappe de peu et gardera toute sa vie une cicatrice qu'il dissimulera sous son écharpe, devenue légendaire. Cet acte de courage marque sa première résistance à l'occupant nazi. La mort ? Dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l'ai acceptée. Depuis, je l'ai vue de près, bien des fois. Elle ne me fait pas peur. Déclarera-t-il plus tard. Révoqué par le gouvernement de Vichy en novembre 1940 pour ses opinions républicaines, Jean Moulin bascule définitivement dans la clandestinité. En septembre 1941, après avoir pris des contacts préliminaires pour constituer un réseau de résistance dans le sud de la France, Jean Moulin parvient à rejoindre longue via l'Espagne, où il est emprisonné brièvement, et le Portugal. Direction Carlton Gardens, ce quartier de Londres où se trouve le siège de la France libre. Le 25 octobre 1941, Jean Moulin y rencontre le général Charles de Gaulle. Cette entrevue va changer le cours de la résistance française. De Gaulle confie à Moulin une mission capitale, unifier tous les mouvements de résistance sous l'autorité de la France libre. Une mission quasi impossible, tant les rivalités au sein des groupes des résistants sont fortes. Le 1er janvier 1942, emportant avec lui les pleins pouvoirs du général de Gaulle pour représenter la France libre, Jean Moulin est parachuté en Provence. Sous l'identité de Rex, puis de Max, il commence par sillonner la zone sud libre, rencontrant un à un les chefs des grands mouvements de résistance. La tâche est titanesque. Les mouvements de résistance comme Combat d'Henri Frenay, Libération Sud d'Emmanuel Dastier de la Végérie, Francs-tireurs de Jean-Pierre Lévy, s'opposent souvent entre eux. Henri Frenay, fondateur de Combat, témoignera plus tard ses réticences et confiera que les résistants français n'acceptaient pas facilement l'autorité de Londres. Jean Moulin déploie toute sa diplomatie. Patient, habile négociateur, il parvient progressivement à les convaincre tous. Emmanuel Dastier de la Vigerie reconnaîtra que Max avait une autorité naturelle et s'imposait sans contraindre.
En janvier 1943, les 3 principaux mouvements de la zone sud fusionnent pour créer les Mouvements Unis de Résistance, MUR. C'est la première grande victoire de Jean Moulin. Il dira plus tard « Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. » L'ambition de De Gaulle est plus vaste. Unifier toute la résistance française, zone nord comprise. Jean Moulin étend donc progressivement son action à l'ensemble du territoire, en se coordonnant avec les réseaux de la zone nord occupée. Le 27 mai 1943, 48 rue du Four à Paris, dans un appartement clandestin se réunissent pour la première fois les représentants de tous les mouvements de résistance, ainsi que ceux des principaux partis politiques et des syndicats. Jean Moulin préside cette assemblée historique qui fonde le Conseil national de la résistance, CNR. Daniel Cordier, son secrétaire, témoignera que Max parlait peu, mais que chacun de ses mots était longuement pesé. La résistance française est enfin unifiée sous l'autorité du général de Gaulle. Le programme du CNR pose les bases de la France de la Libération. André Malraux prononcera alors ces mots immortels à son égard lors du transfert de ses cendres au Panthéon. « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves, sans avoir parlé, comme toi, et même ce qui est encore plus atroce, en ayant parlé. » Mais le succès attire l'attention de la Gestapo, la police politique des nazis. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, traque impitoyablement Jean Moulin et son réseau. Le 21 juin 1943, à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, Jean Moulin participe à une réunion pour apaiser les tensions entre résistants. Soudain, la Gestapo fait éruption. Jean Moulin est arrêté avec plusieurs autres responsables. Trahi ou repéré, le mystère reste entier et divise encore les historiens aujourd'hui. Transféré à la prison de Montluc, Jean Moulin subit les pires tortures de la part de Klaus Barbie. André Malraux dira aussi, lors de la cérémonie de transfert de ses cendres au Panthéon en 1964, « Le jour où, au fort Montluc, à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire, puisqu'il ne peut plus parler. Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. » Le 8 juillet 1943, Jean Moulin meurt dans des circonstances incertaines, soit en gare de Metz, soit dans le train qui l'emmène vers l'Allemagne, très probablement des suites de ses blessures. Il n'a que 44 ans. Sa sœur et collaboratrice, Laure Moulin, dira à sa mort : « Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret. Lui qui les savait tous. » En 1964, les historiens sont partagés sur la question de ces cendres, si ce sont bien les siennes qui ont été transférées au Panthéon. Mais aujourd'hui encore, Jean Moulin incarne l'unité de la résistance et les valeurs républicaines. Héros discret, homme d'action et de conviction, il est l'un de ceux qui symbolisent à jamais le visage d'une France qui refuse l'humiliation. Une France debout, libre et digne. Désormais, des rues, des écoles, des lycées portent son nom. Mais plus que tout, Jean Moulin reste dans nos mémoires comme un exemple. Celui d'un homme ordinaire, devenu extraordinaire par sa fidélité à la paix et à la liberté. Il ne faut jamais oublier son sacrifice, et ne jamais oublier ce que résister veut dire.